de vous retrouver en direct, comme tous les mercredis, dans Défense. Alors on va parler bien évidemment de l'actualité dans les territoires, Gaza aussi, puisque beaucoup de conférences de presse, Benjamin Netanyahou, et ensuite celle plus politique, diront certains, de Benny Gantz et de Gadi Eisenkot. Alors d'abord, on commence cette émission avec vous, Elise Ryan, expert et spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Merci d'être avec nous. Vous avez passé plusieurs mois à Gaza. Et est-ce que pour vous, la pression militaire tue plus qu'elle ne sauve? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, premièrement, je pense que pour répondre à cette question, il faut qu'on parle 2 minutes de la négociation. Si on parle de négociation, a priori, le Hamas, il n'a aucun intérêt à éliminer les otages, surtout pas ceux comme Hersh qui étaient ultra médiatisés. Mais en fait, de notre point de vue à nous, on ne se trouve pas dans des négociations qui sont rationnelles. On se trouve face à un ennemi qui peut nous rappeler énormément l'ennemi nazi. Alors, un, c'était l'idéologie des races, l'autre, c'est un islam radical. Mais le fait que, comme avec les nazis, par exemple, dans la Shoah par balle, le Hamas, la dernière chose qu'il devrait faire, c'est d'éliminer les otages, puisqu'on sait qu'un otage vivant, excusez-moi pour le cynisme, mais c'est la carte la plus forte qu'ils peuvent avoir. Sauf que, en fait, le Hamas n'a jamais été intéressé par un accord. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est l'élimination des Juifs. Donc, si vous voulez, dans tous les mois que vous avez passé à Gaza et que vous étiez aussi en contact avec cette population-là, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Est-ce qu'ils avaient compris que le Hamas voulait protéger les otages ou au contraire faire, finalement, au moment où Tsahal approcherait, les abattre, les éliminer? Alors, en fait, ça c'est très intéressant, c'est ce qui concerne la pression militaire. Et ce qui est dangereux, c'est l'entre-deux. Et en fait, c'est un peu où on se trouve maintenant. Parce qu'au début, alors, on était très très fort, l'armée était très présente et ce n'est pas un secret d'État qu'il y a de moins en moins de soldats à Gaza, donc de facto, il y a de moins en moins de pression sur le Hamas. Donc le Hamas, en fait, se permet des actions comme telles. Mais c'est vrai qu'au début de la guerre, lorsqu'on y était, ou même jusqu'à peu, en fait, les gens, les civils, si on peut les appeler comme ça, qui habitent à Gaza, les Gazaouis, comprenaient que ils disaient, c'est pas comme Tzouketan, c'est pas comme en 2014, c'est pas comme avant, c'est autre chose. Parce que la pression militaire était telle que le Hamas n'osait pas faire d'action telle qu'éliminer des otages. Et on l'a bien vu, en fait, après l'opération Arnon, que le Hamas a compris que Israël pouvait et allait faire des actions militaires de ce type afin de rattraper les otages. Alors je vous repose la question. Est-ce que finalement, ce n'est pas exactement ce que le Hamas veut que l'on croie lorsqu'il dit que les opérations militaires tuent plus qu'elles ne ramènent des otages? La grande victoire du Hamas sur cette guerre, c'est la guerre psychologique. Et lorsqu'il publie le Sirton, la vidéo des 6 otages et d'Eden, où il parle du fait que plus il y aura d'actions militaires et plus les otages seront en vie, c'est exactement jouer avec ces cartes. Et c'est exactement ce que Sinwar veut, en fait. Il veut ce débat dans le peuple où on pose la réelle question, est-ce que ça... Et oui, c'est ce que le Hamas veut. Le Hamas veut qu'on croie qu'une pression militaire, que les actions militaires amènent à des éliminations des otages. Pourquoi? Pour détourner aussi l'attention de l'autre front, de ce qui est en train de se passer en Judée Samarie, avec cette succession d'attentats explosifs, comme si finalement on était revenu en 2000, 2001, 2002? Premièrement, oui, parce que tant que les esprits et tous les efforts sont concentrés sur le sud, et on a bien vu, si on ne sort pas de Philadelphie, ça veut dire que le Liban, ça ne sera pas demain, et que la Judée-Samarie, c'est encore mis de côté, ça permet au Hamas à Gaza de continuer à mener le bal, de une. Et de deux, parce que Sinwar sait l'importance que la vie des otages, que les otages, sait à quel point les otages sont importants pour nous, et donc il sait que sur ce terrain-là, de cette guerre psychologique, il est gagnant. Pourquoi, d'ailleurs, à ce propos où on parlait des attentats à la bombe, l'aile militaire du Fatah se réveille? Alors, concernant le Fatah, c'est intéressant. Étant donné que la guerre à Gaza, elle est face au Hamas et pas contre le Fatah, d'un point de vue, le Fatah est très très content de cette guerre, mais le Fatah ne peut pas se permettre d'être de côté, ne peut pas se permettre que dans
2 ans, 5 ans, 10 ans, on vient et on leur dise vous n'avez rien fait contre l'ennemi sioniste. Donc, il se retrouve obligé de devoir lui aussi se joindre à la lutte, sans parler du fait, maintenant ça fait plusieurs années qu'on parle du jour après Abou Mazen, mais ce jour après Abou Mazen, il va arriver un jour ou l'autre, et donc on est face à une bataille dans le camp du Fatah pour savoir est-ce que le Fatah doit revenir sur une lutte armée ou doit à l'inverse se préparer pour une potentielle prise en charge de la bande de Gaza pour le jour d'après si Israël décide de ne pas rester en charge là-bas. Donc très rapidement, c'est la course à la surenchère à celui qui sera le plus terroriste, y compris en Judée-Samarie. Comme toujours, c'est la course, bien évidemment. Et le problème avec la Judée-Samarie et en fait avec ces voitures, la dernière voiture près de Hateret était censée exploser à côté d'un autobus d'enfants qui aurait été un massacre sans nom, c'est que, en fait, sur les routes principales en Judée-Samarie, les voitures palestiniennes et les voitures israéliennes roulent l'une à côté de l'autre. Et donc, n'importe quelle voiture peut devenir une voiture explosive. Et aujourd'hui, les solutions, ça serait soit de fermer les routes principales pour les voitures palestiniennes, soit une opération de grande envergure, un peu comme Ramat Magen, dans les villes arabes. Et ça, c'est des décisions que l'armée, pour l'instant, ne veut pas prendre. Exact. Ou alors le retour des checkpoints, comme on l'a connu dans la deuxième intifada. Merci, Élise Rien, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Bonne soirée. À l'instant, Shani Guidalia, Élise Rien parlait de l'axe Philadelphie. C'est le cœur, le nerf de la guerre. Oui, Mathias, il faut déjà comprendre un petit peu l'histoire de cet axe Philadelphie. Pourquoi est-ce qu'il est si controversé? On parle déjà d'une zone tampon qui sépare Gaza de l'Égypte. L'objectif, c'était d'empêcher le transfert illégal d'armes. Et cet axe, il était contrôlé par Tsahal. Juste avant le désengagement de 2005, ceux qui étaient contre ce projet essayaient de faire comprendre à Ariel Sharon que si Tsahal se retire de cet axe Philadelphie, ça pourra permettre la contrebande d'armes. Sauf que quand Israël s'est retiré de Gaza, il y a eu un nouvel accord qu'on appelle l'accord Philadelphie. Ça autorisait l'Égypte à déployer des centaines de gardes frontières pour patrouiller le long de l'axe, mais côté égyptien. Et c'était l'autorité palestinienne qui assurait la sécurité côté palestinien jusqu'en 2007, puisqu'ensuite c'est le Hamas qui a pris le pouvoir. Sauf qu'en pratique, Tsahal a découvert qu'il y avait des tunnels de contrebande qui ont bien été construits sous cette route Philadelphie, sous cet axe Philadelphie, par des Palestiniens, en coopération avec certains Égyptiens. Et en plus de ces tunnels, et ça il faut le préciser, c'est qu'il y a beaucoup d'attaques qui ont été commises contre des soldats dans cette zone. Maintenant, pourquoi est-ce que cet axe il est si important au niveau stratégique? Déjà, au niveau défensif, ça empêche le Hamas et les autres organisations terroristes de se réarmer, de réhabiliter leurs infrastructures terroristes. Et puis au niveau offensif, ça permet aussi à Tsahal de mener des raids contre des cibles du Hamas dans le sud de Gaza. Donc Israël souhaite conserver sa présence dans cette zone. Le Hamas, de son côté, exige qu'Israël évacue entièrement l'axe Philadelphie. Et jusqu'à présent, c'est l'obstacle principal, c'est vraiment ce qui bloque, c'est le nerf de la guerre, cet axe Philadelphie. Et dans tous les cas, la plupart des analystes le disent, dans tous les cas, Israël devra construire une barrière souterraine comme celle qui a été construite en 2021 le long de la frontière entre Gaza et Israël, avec tout ce qu'il faut, tous les moyens de sécurité qu'il faut, et ça devra être déployé le long de cet axe pour s'assurer que cette barrière souterraine, elle fonctionne, et pour contrecarrer toute tentative d'infiltration. Merci Shani. Je me tourne vers un ancien officier du Mossad. Merci d'être avec nous. Joe Biden dit que les négociations avancent, mais que c'est Israël qui n'en fait pas, ou alors plutôt Benyamin Netanyahou, je vais aller plus loin, qui reste borné. Votre réponse? Je pense que ce ne sont pas des négociations, c'est du donner et donner. En fait, le Hamas ne participe pas aux négociations que les Américains essaient de créer. Précédemment, ils ont dit que c'était la dernière chance, et maintenant ils disent c'est à prendre ou à laisser, et que samedi prochain, ils vont présenter leur prochain programme. Netanyahou s'est enfermé autour de l'histoire du corridor Philadelphie, qu'il a fait voter au cabinet, mais nous savons qu'il est prêt, sera prêt dans la
deuxième partie d'un accord, de prendre en considération cette question de l'axe Philadelphie. Le problème, c'est que le Hamas n'a plus que si peu d'otages qu'ils peuvent le libérer au départ et ensuite ils veulent un temps infini pour poursuivre les négociations. Donc leur épreuve, c'est la première étape. Et là, Israël sera prête à s'assouplir. Mais encore une fois, on voit que le Hamas ne fait pas partie des négociations. C'est un jeu des Américains qui est en rapport avec les élections chez eux. Quand je regarde de près l'histoire, et surtout le Mossad, Israël n'a pas toujours négocié avec les terroristes. Je pense à l'école de Maalot, je pense à d'autres séquences où Israël n'a pas négocié. Ces négociations sont extraordinaires parce que le fait que le Mossad le gère, ça n'est pas sa spécialité de négocier. Et il y a des problèmes de langage. Mais je pense que surtout... À ce propos, vous dites qu'il y a un problème de langue. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait donner au Shabak, donner aux arabisants, donner à ceux qui parlent la culture de Gaza à gérer et pas à David Barnea? C'est pas une question de langue seulement, c'est une question de culture. Il faut comprendre. On parle en arabe, ils sont ailleurs. C'est une distance culturelle. Quand on parle de négociation, chacun commence à un point de départ. Chez eux, dès qu'on a cédé sur un point, pour eux, c'est déjà, voilà, c'est acquis, comme le dit Tzvi Yechezkeli. En gros, le Hamas ne comprend pas don't de Joe Biden, mais men'af en arabe ou halas, ça suffit. Le Hamas ne cherche pas la négociation. Le Hamas veut créer une guerre élargie, il veut tirer le temps et on voit que ce qui se passe en Israël le sert. Les manifestations, les grèves inutiles, tout cela soutient le Hamas. Il a exécuté 6 otages et la terre n'a pas tremblé ici. Où est la réaction d'Israël? Où est la punition? Comment est-ce qu'Israël peut les punir? Notre erreur, je vais vous la dire, nous leur avons donné de l'aide humanitaire et ça a fait partie du premier accord. On aurait dû arrêter tout de suite dès que l'accord était terminé, puisqu'ils ont transgressé cet accord. Ils l'ont transgressé, ce dernier accord. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Ces gens-là œuvrent comme les nazis et leurs complices. Alors, c'est bien que vous parliez... Enfin, c'est bien. Vous parlez des nazis. Le Mossad était partie prenante. C'était votre fonction aussi, d'aller chercher les nazis de partout où ils étaient dans le monde. Est-ce que là, ça ne serait pas aussi la fonction du Mossad, justement, de faire peur au Hamas? Ou alors, ça ne marche pas? Le Mossad œuvre en dehors de l'État d'Israël d'abord. Le Shabak en Israël et dans les territoires. Gaza n'a pas été reconnu comme un territoire étranger, donc le Mossad n'a pas travaillé à Gaza, n'a pas de renseignements sur Gaza. Et on ne peut pas l'accuser pour ce qui s'est passé à Gaza. On peut parler avec lui de l'Égypte et ce qui s'y est passé, parce que finalement, l'Égypte a été le corridor central pour l'armement de Gaza. Le Mossad œuvre dans le monde et sait agir, et nous l'avons vu, les gens se promènent dans le monde et on finit par les toucher. Ça n'est pas possible partout, mais l'histoire nous le montre, le Mossad, et nous le rappellerons encore. Exact. Demain, nous marquerons l'année ou l'anniversaire du massacre de Munich. Vous pensez que les deux sont liés? Que le massacre de Munich et le massacre du 7 octobre, c'est la même idéologie, c'est le même terroriste? À Munich, Septembre Noir est rentré habillé en survêtement, avec des sacs de sport où il y avait des kalachnikovs et des grenades. Ils sont rentrés dans le village olympique, ils ont tué 2 sportifs et les 9 autres, ils les ont ligotés à 4 et à 5 et les ont exécutés. Ils leur ont tiré une balle dans la tête et ensuite ils ont fait sauter les hélicoptères. C'est la même horreur, les mêmes personnes. À l'époque, le Premier ministre Golda Meir a dit « Je ne suis pas prête à négocier avec ces gens-là. Je ne veux même pas en parler. » Et ils ont demandé plus de 200 terroristes qui étaient emprisonnés en Israël.
Mais ce qui est important sur ce point, c'est que la grande opération de vengeance qui a été lancée, ça a été après la décision de Golda de créer une commission où elle aurait des noms pour décider et autoriser les éliminations des responsables de ce massacre. Je sais que vous n'aimez pas parler de politique, moi non plus, dans cette émission. Mais ça veut dire que, est-ce que la détermination de Benjamin Netanyahou de ne pas négocier ou de ne pas transiger sur l'axe Philadelphie, est-ce qu'elle vous rappelle peut-être celle de Golda, ou alors on est dans deux mondes différents? Je crois que l'axe Philadelphie, d'une certaine manière, est devenu un spin, si vous voulez. Je vais vous dire pourquoi. Moi, personnellement, j'étais à Camp David avec Arafat et Barak. J'étais dans la délégation. Quand vous êtes assis dans une pièce fermée et on est proche et on se dit, allez, encore une petite concession et puis on signe. Ça n'est pas la situation avec le Hamas dont on parle. On ne négocie pas vraiment avec eux. Et si maintenant, je vous donne mon opinion, si on pouvait obtenir tous les otages vivants et sans qu'ils jouent avec nous, recevoir tous les otages vivants et que nous sortions de l'axe Philadelphie, à mon avis, on le ferait. Mais ça n'est pas que maintenant que le Hamas dit sortez de l'axe Philadelphie, vous aurez tous les otages. C'est pas du tout le cas. Il gardera toujours quelques renarades, comme je les appelle, des otages qui entoureront Sinoir. Il ne libérera pas pendant des années. Il vous reste 30 secondes. Vous êtes beaucoup ces derniers temps en Allemagne. Vous avez parlé de Munich. Est-ce que la montée de l'extrême droite, actuellement, qui tient des propos très très durs, ça vous fait peur? C'est un danger sécuritaire ou alors ça reste dans le cadre de la politique? Je parle à l'homme du Mossad que vous étiez. Disons qu'en Europe et en Allemagne, on commence à comprendre la situation. Il y a 5 semaines, un centre islamiste de Hambourg a été fermé et à sa tête se tenait le représentant du dirigeant iranien en Allemagne. Et il collectait des fonds pour le terrorisme. Alors ce centre, il y a 5 semaines, a été fermé. Mais il y a quelques jours, on l'a expulsé d'Allemagne. Donc il y a un berceau... une sorte de berceau, de terroir de discussion autour de cette montée de l'extrême droite, malheureusement. Merci à Avner Varan d'avoir été avec nous. Je vous en prie. La décision britannique de suspendre une partie des livraisons d'armes à Israël ne plaît pas aux États-Unis. Washington, justement, ont tenté de faire pression sur Londres. Visiblement, pour l'instant, en vain. Qu'est-ce qu'il a cédé ? La suspension d'une partie des ventes d'armes britanniques à Israël ne contrarie pas uniquement Jérusalem. Selon un responsable américain cité par le Times, l'administration Biden aurait mis en garde le Royaume-Uni contre la suspension d'une trentaine de licences d'exportation d'armes vers Israël avant que la décision ne soit prise. La même source affirme également que le gouvernement britannique était prêt à annoncer cette décision plus tôt, mais qu'il était confronté à des pressions importantes de la part des États-Unis et d'Israël. Washington craint que la suspension de la Grande-Bretagne ne pénalise les pourparlers en cours sur la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza. Malgré l'intervention américaine auprès des dirigeants britanniques, Londres a finalement annoncé lundi la suspension d'une partie des livraisons d'armes à Israël. Depuis cette annonce, Washington affirme étudier la situation. Le Royaume-Uni est arrivé à cette conclusion. Nous examinons actuellement la situation. Je ne veux pas préjuger des conclusions de ces examens, mais nous étudions un certain nombre de violations possibles du droit international humanitaire et nous ferons nos propres conclusions sur la base de notre examen des faits et de nos propres jugements sur nos lois, ainsi que sur le droit international humanitaire. Parmi les armes britanniques qui ne seront plus livrées, des composants pour avions de combat, des hélicoptères et des drones, des équipements destinés à la guerre dans la bande de Gaza. Le ministre britannique des Affaires étrangères a néanmoins précisé qu'il n'y a aucun embargo sur les armes concernant Israël, ajoutant que Londres continuerait à clamer le droit d'Israël à se défendre conformément au droit international. Le Premier ministre israélien a affirmé qu'il s'agissait d'une décision honteuse qui n'est bonne que pour le Hamas. J'ai l'immense plaisir d'avoir pour une première dans Défense, révérend Domissani Washington, fondateur, président de l'Institut pour la solidarité noire avec Israël, l'IPSI.
Révérend Washington, merci d'être avec nous. Pourquoi soutenir Israël actuellement aux États-Unis alors que ce n'est pas dans l'air du temps pour la communauté afro-américaine? Eh bien, c'est la chose anormale. Nous n'avons pas de données pour dire que la majorité des Afro-Américains soient anti-israéliennes ou même pro-palestiniennes. Et ceci a été dit intentionnellement alors qu'il n'y a pas de mesures véritables et simplement des réactions sur les réseaux sociaux, rien d'autre. J'aimerais vous faire réagir à cette vidéo, Révérend Washington, du candidat à la vice-présidence américaine, Tim Walz, interrogé sur la question des 6 otages lâchement assassinés par le Hamas. Voilà ce qu'il répond et je vous demande de réagir juste après. What's your reaction to the 6 hostages being found dead in Gaza? Thanks, everybody. Donc Tim Walz, on lui pose la question, est-ce que vous voulez réagir sur la question des 6 otages assassinés? Ce qu'il trouve à répondre, c'est « Goodbye everybody », c'est-à-dire « au revoir tout le monde ». Ça vous évoque quoi, Révérend? Yes, sir. C'est tout à fait symbolique des réactions de la gauche dans l'administration Biden et la campagne Harris, silence, alors qu'il aurait fallu un soutien clair. Et c'est un soutien qui n'est que symbolique. Ce qui est tragique dans ce qui se passe dans la réalité, il faudrait que le soutien à Israël soit bipartisan et devenu une question partisane aux États-Unis, malheureusement. Alors justement, pour vous, la pression de l'administration US n'est pas sincère aujourd'hui? Elle vise d'abord à le mettre sur un même pied d'égalité, Israël et le Hamas? Exactement mon impression. Et ça a été mon impression pendant plusieurs années en suivant l'administration Biden et Obama. Je vais vous donner un exemple. Le procureur général a parlé de l'accusation du Hamas à cause de ce qu'ils ont fait, mais ils viennent de l'annoncer de manière ironique un mois avant les élections. C'est ce qu'on appelle la politisation des sujets politiques. Ce n'est pas du soutien à Israël, c'est une question de vote, de voix et d'électeurs. Et c'est ce qui devient si dangereux ici quand nous voyons les Juifs qui deviennent être attaqués sur nos campus. Donc, en quelque sorte, le soutien ou le en même temps, tel qu'on le connaît en France, d'Emmanuel Macron, de l'administration américaine actuellement, c'est un en même temps électoraliste. C'est ce qui semble. Ça peut sembler cynique pour certains, mais nous avons tellement de preuves de cela depuis le 7 octobre. Le 7 octobre est arrivé et l'administration américaine avait donné de l'argent aux ennemis d'Israël avec la loi Ford Taylor au Congrès et aux 2 chambres qui interdit aux États-Unis de financer le terrorisme palestinien, et l'administration Biden a enfreint cette loi dès le début. Et c'est un tout petit exemple de cette action politique. Peu leur importe ce qui se fait avec ces fonds. Et donc, ça n'est pas Mahmoud Abbas qui a dit qu'il allait donner de l'argent aux agents du Hamas qui ont fait le 7 octobre. Ça sera peut-être l'une de mes dernières questions, Révérend Washington. Vous savez, il y a une volonté qui augmente de semaine en semaine de la part du couple du ticket Harris-Walz d'aller chercher le vote afro-américain. En France, c'est le terrain de chasse de l'extrême gauche. Est-ce que vous avez l'impression aussi que c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis? C'est la même chose. Quand nous parlons de soutien à Israël ou de soutien aux Palestiniens, la communauté américaine noire est considérée située à l'extrême gauche de l'éventail. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas un point de vue à jour, parce qu'il y en a beaucoup à droite et à gauche parmi les Afro-Américains qui soutiennent le droit d'Israël à exister, le droit d'Israël à se défendre. Donc nous voyons beaucoup de préjugés sur ce qui se passe ici. Ils essaient de monter des voix de l'extrême
l'extrême gauche appelant à un cessez-le-feu et arrêter nos relations militaires avec Israël. Cela ne sont pas les voix généralistes, mais c'est ce que les gens croient. Ils croient qu'ils parlent pour la majorité de la communauté afro-américaine. Merci infiniment, révérend Washington. Je précise à nos téléspectateurs que vous deviez normalement réaliser cet entretien depuis votre bureau. Vous avez eu une urgence, mais vous avez quand même tenu à assister et à honorer mon invitation. Et en ce sens, je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Thank you so much for having me. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission de défense et l'information continue bien évidemment au cours de nos prochaines sessions d'information. Merci Shani et Dalia pour toutes ces précisions, notamment sur l'axe Philadelphie, qui nous a permis de mieux comprendre. Merci à vous et à toutes et à tous. Restez fidèles à i24 News.